Après avoir parlé des casques et des moniteurs gaming, on va élargir un peu plus notre vision du marché du high-tech avec un objet qu'on possède quasiment tous, notre smartphone. De l'entrée de gamme à moins de 200 € jusqu'au grand porte-étendard à plus de 1000 € des grandes marques, le marché du téléphone intelligent regorge de propositions de plus en plus intéressantes au premier abord. Mais comme dans beaucoup d'autres secteurs, le marketing a pris un poids démesuré par rapport à la valeur intrinsèque des produits, en essayant de vous vendre régulièrement des fonctionnalités qui ont parfois aucun intérêt. Le meilleur exemple de cette surenchère de la publicité, c'est notamment au niveau des appareils photo embarqués sur les smartphones. Après la course aux mégapixels avec des capteurs toujours plus détaillés de 10, 20, 32, 60, 108 mégapixels, les constructeurs misent désormais sur une accumulation de capteurs différents entre module principal, grand angle, téléobjectif, périscopique, etc. Alors franchement, si vous avez des besoins très spécifiques en photo ou en vidéo, ces fonctions supplémentaires ne sont clairement pas indispensables pour l'imagerie de tous les jours, entre selfie et photo de chat par exemple. Et là, je parle des dérives de la publicité sur l'aspect photo, mais il y en a aussi une surenchère sur la qualité des écrans, des batteries, de l'autonomie, etc. Bref, il y a vraiment de quoi s'y perdre avec toutes ces formulations trompeuses. Et si vous n'êtes pas un minimum curieux et que vous vous intéressez pas trop à la technologie en tant que telle, il y a de quoi vous retrouver avec un téléphone qui est complètement dépassé ou qui ne correspond pas à vos attentes. Il est donc très difficile de choisir un smartphone de nos jours en triant ce qui nous est vendu comme le énième truc indispensable et révolutionnaire, et les besoins classiques de toute personne. Pour cette vidéo, je vous ai donc préparé un nouveau guide d'achat pour les smartphones, toujours dans l'optique de vous trouver les meilleurs rapports qualité-prix du moment. Alors si vous cherchez des fonctionnalités précises, des innovations exceptionnelles ou des choses qui sortent un petit peu du commun et qui sont très spécifiques, ce n'est pas dans ce guide-là que vous les trouverez. Certaines fonctionnalités sont certes très intéressantes, mais pour la plupart réservées à des téléphones de très haute gamme, et pour moi c'est clairement cher payé pour le peu d'apport que ça rajoute dans le quotidien et dans l'utilité réelle. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir un guide ou une présentation de certains smartphones qui ont ces fonctionnalités un petit peu particulières ou propres à un modèle en particulier, ça pourrait être intéressant aussi. Et pour en revenir à nous, on va voir ensemble d'abord quels critères j'ai retenus pour cette sélection, puis le guide sera présenté sous forme de classement, du un peu moins intéressant en termes de rapport qualité-prix jusqu'à la meilleure affaire du marché. Salut à tous, c'est Yensing et aujourd'hui c'est guide achat smartphone. Pour les critères importants que j'ai retenus, je me suis basé sur les besoins les plus généralistes possibles et j'ai donc retenu 3 critères importants. Le premier, c'est la qualité de l'écran. En règle générale, on passe énormément de temps devant notre smartphone et s'il y a bien une partie qu'on utilise en permanence, c'est bien l'écran de celui-ci. On va donc veiller à avoir un écran de qualité, avec la densité de pixels la plus fine possible pour avoir une lecture agréable, une bonne colorimétrie, un bon type de dalle, etc. Petit focus intéressant sur la partie écran qui moi m'est personnel mais que je vois assez rarement évoqué dans les guides d'achat, c'est sur la luminosité et la lisibilité en extérieur. Et pour avoir une bonne lisibilité, il faut à la fois un écran qui puisse monter suffisamment haut en luminosité pour casser les rayons du soleil, tout en ayant la moins grande réflectance possible. Le second critère important est bien entendu l'autonomie et la recharge. Là encore, c'est le genre de critère qui est souvent très mis en avant dans les campagnes marketing, en annonçant des batteries qui durent X jours d'autonomie d'affilée, mais il y a tellement de critères qui peuvent entrer en compte dans l'autonomie d'un téléphone que la publicité est souvent très loin de la réalité. Pour mesurer cela, je me suis basé essentiellement sur les tests par le site lesnumériques.com en utilisant le protocole Visor qui simule une utilisation normale en mêlant appels, SMS, réseaux sociaux, streaming vidéo, etc. En gros, l'utilisation normale classique d'un smartphone. Aussi, j'ai parlé d'autonomie, mais je parle aussi de la recharge, car un modèle qui aura une autonomie un peu plus basse sera quand même très intéressant si jamais il peut être rechargé en moins de 30 minutes par exemple. Le troisième et dernier critère important, c'est la durabilité, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place pour que le téléphone ne tienne le plus longtemps possible, que ce soit au niveau logiciel ou physique. Ce critère il est un peu plus subjectif et il dépend pas mal de la volonté de chaque constructeur et de la date de lancement de chacun de ses produits. Et pour le coup là-dedans j'ai fait plutôt une appréciation personnelle à propos de toutes les caractéristiques que j'ai pu retrouver sur chacun des produits, comme le score de réparabilité, la présence d'une certification contre l'immersion et la poussière, la présence de technologies de protection physique comme le verre Corning Gorilla, ou encore la garantie d'un suivi logiciel suffisamment long dans le temps assuré par le constructeur. Les autres critères, souvent importants dans d'autres guides comme les performances globales, la photo ou la certification 5G, sont pris en compte aussi mais de manière secondaire pour départager deux modèles par exemple. En revanche, j'exclus quasi complètement les notions de design, beaucoup trop subjectif, les performances en gaming qui sont clairement pas la majorité des usages et la plupart des téléphones font tourner les jeux basiques que tout le monde a comme Candy Crush ou Doodle Jump, et tous les petits détails comme la présence d'un port jack, la présence d'un chargeur livré avec le téléphone, les emplacements double SIM, etc. Ces critères-là sont bien trop spécifiques là encore. Donc pensez bien à vérifier par vous-même la présence de ces choses avant de passer commande si jamais c'est important pour vous.
Voilà pour le cadre, donc on va passer maintenant à la sélection des 5 meilleurs smartphones au meilleur rapport qualité-prix du moment. Vous pourrez retrouver tous les produits dont je vais vous parler en description et comme d'habitude, je tiens à être transparent avec vous, ce sont des liens affiliés, donc si vous passez commande en passant par ces liens, je toucherai une petite commission sans que ça vous coûte un seul centime de plus. Donc vraiment, si vous souhaitez soutenir mon travail et me remercier et que vous comptez passer commande, n'hésitez pas à passer par ces liens. Et même si vous ne comptez pas commander ou pas commander tout de suite, n'oubliez pas le petit like, le commentaire ou un partage pour des amis qui voudraient changer de téléphone prochainement, ça c'est la meilleure récompense. Allez, c'est parti pour le classement. En 5ème position, on retrouve le Google Pixel 6. Un modèle qui tape plutôt dans le haut de gamme, mais avec des performances globales assez folles qui pourraient largement concurrencer des flagships d'aujourd'hui, mais à un prix bien plus restreint. S'il se trouve que en 5ème position de ce classement, c'est surtout que ses véritables points forts se situent dans les critères dits secondaires que j'ai présentés un peu plus tôt, tout en restant plus que correct dans les critères principaux. Son principal argument, c'est avant tout ses qualités en photo et en vidéo, c'est tout simplement le meilleur photophone du marché dans ce segment, et il tient clairement la dragée haute à beaucoup de smartphones de très haut de gamme grâce à son traitement logiciel Made in Google qui fait des merveilles, notamment en conditions de basse luminosité ou de nuit. En plus de cela, ses performances et sa fluidité font partie des meilleures parmi la concurrence grâce à sa nouvelle puce Google Tensor, ce qui en fait à la fois un mobile sans ralentissement mais qui pourra aussi largement supporter les applications et les jeux les plus gourmands. Pour en revenir aux critères principaux, on a là un excellent écran OLED de 6,4 pouces avec une définition de 2400 par 1080, un taux de rafraîchissement de 90 Hz adaptatif pour un confort de lecture et de scroll excellent. Seule sa luminosité maximale est un peu faiblarde, mais heureusement couplée à la qualité de sa dalle et sa réflectance plus faible que la moyenne, cela rend son utilisation en plein soleil possible. Niveau autonomie, c'est tout à fait correct pour un smartphone avec ses caractéristiques, surtout au vu de la puissance qu'il renferme, avec près de 17 heures d'utilisation avec le protocole Visor, soit environ une journée et demie d'utilisation classique. En revanche, petit bémol pour la durée de la recharge qui met plus d'1h45 pour faire un 0 à 100, ce qui est bien plus lent que la moyenne. Et encore, c'est si vous le rechargez bien avec un bloc et un câble qui accepte la recharge à 30 watts, le maximum pour ce téléphone. A noter aussi qu'il est compatible avec la recharge sans fil, ainsi que la charge inversée qui permet de recharger le téléphone d'un ami par exemple. Enfin, pour la durabilité, c'est plutôt bon dans l'ensemble grâce à une certification IP68 qui le protège totalement de la poussière et contre la submersion dans l'eau. L'écran est recouvert d'une couche de Gorilla Glass Victus, une des références en matière de protection contre les chocs et les rayures. Et gros point positif du fait que ce soit un téléphone Google, le Pixel 6 bénéficie des dernières nouveautés en termes de mise à jour, et notamment Android 12 depuis son lancement, et des fonctionnalités propres à la marque. Le Pixel 6 est donc un téléphone extrêmement polyvalent, en allant chercher beaucoup de caractéristiques sur des téléphones plutôt sur du haut de gamme, voire du très haut de gamme, mais avec un prix quand même inférieur à la plupart de ses concurrents. Ce Pixel 6, je recommanderais donc plutôt aux personnes qui cherchent un vrai photophone, qui ont une vraie envie de photos et de vidéos dans leur poche. Mais si ce n'est pas ce que vous recherchez en priorité, j'ai d'autres choses à vous proposer qui vous seront sûrement plus intéressantes. On passe directement à la 3ème place ex aequo avec la marque qui a pour habitude de sortir des rapports qualité-prix excellents. Je veux parler de Xiaomi ainsi que de ses modèles Redmi Note 11 et 11 Pro. Sorti en début d'année 2022, j'ai décidé de mettre ce modèle et sa version Pro car leurs fiches techniques sont très similaires, juste la version Pro est forcément un peu mieux équipée, mais pas pour tellement plus cher, ce qui préserve son excellent rapport qualité-prix. Ainsi vous aurez ici une solution que vous ayez un budget plus restreint ou au contraire un peu plus élevé. On commence par la version d'entrée de gamme avec le Note 11 classique qui se trouve sous la barre des 200 €. Malgré ce prix bas, on retrouve tout de même un très bel écran AMOLED de 6,43 pouces en Full HD+, et chose pas banale, on a quand même le choix d'un taux de rafraîchissement de 60 ou 90 Hz, bien que non adaptatif, faut pas trop en demander à ce prix, mais qui a le mérite d'être présent. Sa luminosité maximale est largement suffisante pour une utilisation en extérieur, ce qui là aussi est très appréciable pour le confort d'utilisation. Niveau performance, il n'y a rien à envier par rapport à ses concurrents parfois plus chers, on gardera une fluidité à toute épreuve. On aurait pu alors s'attendre à ce que le compromis soit fait au niveau de l'autonomie, mais c'est tout le contraire. On est entre 21 et 22 heures d'utilisation continue d'après le protocole Visor, ce qui nous donne près de 2 jours d'utilisation normale, ce qui le met nettement dans le haut du panier des smartphones les plus autonomes. Et cerise sur le gâteau, le chargeur qui est fourni dans la boîte offre une recharge jusqu'à 67 watts, ce qui permet de faire le plein de 0 à 100% en environ 45 minutes. Un temps stratosphérique sachant que l'autonomie de base est déjà très conséquente. Vous pourrez donc récupérer quelques heures d'utilisation en seulement quelques minutes et ça c'est un vrai confort au quotidien. En revanche, c'est au niveau de la durabilité que le bilan est un peu moins reluisant.
Malgré un bon score de réparabilité de 7,8 sur 10, il ne dispose que d'une certification seulement IP53 qui le protégera contre certaines éclaboussures, mais pas de l'immersion ou des infiltrations. On a aussi une protection de l'écran en Gorilla Glass 3, une version qui commence à un peu dater et qui offre le minimum syndical pour un téléphone de 2022. On sent bien que la marque a rogné de ce côté pour rentrer dans ses frais. Par contre, agréable surprise ici de retrouver une sortie casque jack 3.5, chose qui se fait rare dans un monde de plus en plus tourné vers le sans fil. Globalement, on a donc ici un smartphone qui serait presque plutôt qualifié de début de moyenne gamme au vu de ses caractéristiques techniques, mais avec un prix ultra abordable. C'est clairement l'un des rois incontestés de ce segment. Et si vous avez l'envie d'un petit peu plus et que votre budget vous le permet, vous avez aussi le choix avec la version Pro du Note 11. Ses principales différences vont venir de la compatibilité 5G et de la présence d'une puce plus puissante qui va vous permettre d'assurer une certaine fluidité sur certains jeux moyennement gourmands. On est sur un écran tout aussi agréable, légèrement plus grand à 6,67 pouces, toujours en AMOLED en Full HD+, et le taux de rafraîchissement lui monte jusqu'à 120 Hz, ce qui est déjà une plus grosse différence visuellement par rapport aux 90 Hz de la version de base. On a du un peu mieux aussi au niveau de la durabilité, avec du Corning Gorilla Glass 5 et non 3 pour protéger l'écran, mais on est toujours sur une certification IP53 pas terrible. On a aussi quelques améliorations sur la partie photo, avec un module principal de 108 mégapixels au lieu de 50 sur la version de base, qui était vraiment correct mais sans plus, donc ça change pas grand chose sur cette version pro. Ça reste bien suffisant pour la majorité des usages, mais ce n'est ni un inconvénient, ni un vrai atout. Enfin, sur la partie autonomie, au vu de la taille plus grande de l'écran et des performances globales en hausse, on peut s'attendre à une baisse de l'autonomie. C'est bel et bien le cas ici, mais la diminution reste relativement contenue, sachant que la batterie a exactement la même capacité que la version normale. Selon Visor, on est sur du 19h50 en mode 60 Hz et 18h en mode 120 Hz, donc ce qui est là encore plus que correct pour un téléphone avec de telles spécificités et un tel prix. Et vu qu'il est livré avec le même chargeur de 67 watts, la batterie se recharge elle aussi entièrement en seulement 45 minutes, de quoi là encore récupérer rapidement de l'énergie. Donc là encore, l'autonomie ne devrait pas être un problème. Donc peu importe vos besoins ou vos préférences, ces deux versions du Redmi Note 11 sont vraiment ultra intéressantes. Et ils sauront parfaitement vous accompagner si vous avez une utilisation relativement classique de votre téléphone. À la deuxième place, on entre dans le cœur de gamme de chez Samsung avec le A53 qui est censé être le meilleur rapport qualité-prix de la marque, donc allons voir ça de plus près. Le A53 est un modèle très récent qui fait suite au A52 et A52s, les anciens meilleurs smartphones de la marque dans ce segment. On y retrouve un écran Super AMOLED de 6,5 pouces Full HD+, un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz mais non adaptatif, et une luminosité maximale à plus de 800 nits, ce qui est largement suffisant pour une utilisation en extérieur. Y a rien de plus à redire, Samsung n'a plus grand chose à prouver sur la qualité de ses écrans AMOLED et ce modèle bénéficie de toute leur expertise. Sur ses performances, contrairement au Google Pixel et sa polyvalence, le A53 ne brillera pas par son utilisation en jeu. Par contre, son processeur en fait un excellent allié du quotidien qui gérera le multitâche sans aucun problème. Donc à part si vous êtes un gros joueur mobile, ce modèle se montrera largement assez fluide en toutes circonstances. Niveau autonomie, petite déception car malgré une batterie plus grande en capacité par rapport à son grand frère A52, celle-ci est tout de même en baisse à 16h43 au lieu des 22h du modèle précédent. Ça reste bien suffisant pour la plupart des gens et vous devriez pouvoir atteindre facilement la journée et demie d'autonomie pour une utilisation standard. La recharge complète se fait en environ 1h15 si vous disposez d'un chargeur de 25 watts, le max que la batterie accepte. Par contre, le téléphone est livré sans chargeur, donc à vous de recycler ou d'investir dans un chargeur ayant au moins cette capacité de puissance pour bénéficier de ce temps optimal de recharge. Enfin, Samsung a fait pas mal d'efforts ces dernières années avec de nouveaux modèles qui gagnent en réparabilité, notamment dans le moyen et le haut de gamme. Ici, le A53 obtient la note de 8,2 sur 10, ce qui le place dans le haut du panier des smartphones grand public, une certification IP67 pour le protéger efficacement contre la poussière et l'immersion temporaire, du Corning Gorilla Glass pour les rayures et chocs, une garantie de suivi logiciel pendant 4 ans par Samsung, ce qui vous laisse tranquille jusqu'à au moins 2026, c'est franchement du tout bon. Au moment de l'écriture, on le trouvait pas mal aux alentours des 450 €, mais au moment où je tourne cette vidéo, on a pas mal d'offres à 400, voire en dessous à 350, donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment le meilleur moment pour pouvoir l'acheter si jamais celui-ci vous plaît. Enfin, à la première place du classement, on retrouve un modèle un poil ancien, mais qui désormais avec ses baisses de prix successives devient l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, c'est le Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Déjà, sur les 3 critères importants que l'on a retenus, il a bon sur toute la ligne. Niveau écran, comme pour le A53 et la plupart des Samsung de milieu de gamme, on a un superbe affichage AMOLED Full HD+, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, une luminosité qui atteint presque les 800 nits là encore, donc largement de quoi l'utiliser en extérieur, même en plein soleil.
Sur l'autonomie, il est là aussi très bon avec une durée d'utilisation de 20 heures en usage mixte sur le protocole de test, soit près de 2 journées d'utilisation. Il est fourni avec un chargeur délivrant une charge de 15 watts qui permet la recharge en moins d'1h30, mais si vous avez déjà un chargeur plus puissant, sachez que la batterie accepte un courant jusqu'à 30 volts, de quoi accélérer sensiblement son rechargement. Enfin, niveau durabilité, comme pour la 53, c'est du tout pareil. Certification IP68, un excellent score de réparabilité à 8,1 sur 10, une protection en Corning Gorilla Glass, seulement de 3ème génération, mais c'est quand même pas mal pour un téléphone un peu plus vieux que les précédents. Mais ce sont pas ses seuls atouts, bien au contraire, car ce S20 Fan Edition est performant dans quasiment tous les domaines pour un téléphone à environ 400 €, même face à des concurrents plus récents. Sur les performances, on est sur un processeur Snapdragon 865 qui a l'avantage à la fois d'être efficace et économe, d'où les 20 heures de batterie. Et malgré sa sobriété, il gère très bien le multitâche, tout comme le gaming sur de gros jeux 3D comme Fortnite avec les graphismes poussés au max, donc même pour un joueur, ce téléphone pourra faire l'affaire dans la grande majorité des cas. En photographie aussi, ce Galaxy S20 FE s'en sort très bien malgré qu'il soit pas aussi bien équipé matériellement que ses grands frères de la série principale des Galaxy, mais il fait preuve d'une belle polyvalence, y compris sur les clichés à faible luminosité, ce qui est souvent le gros point faible de la plupart des smartphones. En revanche, petit bémol pour certains mais d'autres s'en ficheront, il n'y a aucune prise jack, ni d'adaptateur d'USB-C jack fourni pour compenser cette absence, donc à prévoir si jamais vous utilisez des écouteurs filières. Aussi, dernière remarque concernant les modèles disponibles, le Galaxy S20 FE existe en 2 grandes versions, une compatible 5G, celle que je vous ai décrite ici, et une autre seulement 4G. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux modèles, mais il y en a une qui est de taille, qui est le processeur, plus énergivore sur la version 4G, ce qui se fait ressentir sur l'autonomie. Donc malgré la différence de prix, privilégiez la version 5G autant que possible. Donc au final, ce smartphone il est vraiment bon dans tous les domaines, et même si à la base il a été lancé dans les 700 € au moment de sa sortie, aujourd'hui on peut le retrouver assez régulièrement flirter avec la barre des 400 €, donc vraiment là encore, ça peut être le bon moment pour tomber dessus avant que les stocks ne s'éteignent et qu'ils disparaissent du marché. Voilà pour ce classement des smartphones les plus intéressants de ce milieu d'année 2022. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens pour les produits en description, j'essaierai de les mettre à jour le plus régulièrement possible, voire de vous proposer des alternatives si jamais je vois des petites nouveautés qui pop par-ci par-là. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part des éventuels liens morts ou des ruptures de stock sur certains liens, afin de pouvoir m'aider à remettre à jour le plus régulièrement possible les liens concernés. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver mes précédents guides sur les casques gaming et sur les moniteurs, je vous les ai mis en playlist en haut à droite. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le like, le commentaire, le partage et l'abonnement pour ne pas louper les prochains guides. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yensing, bye bye.